Je vais commencer en disant merci d'abord pour l'invitation à me raconter. J'ai trouvé le titre beau du projet, hein, se raconter pour les autres dans l'avenir qui n'existent peut-être pas encore. Il y en a qui existent, mais il y en a d'autres qui n'existent pas encore. Et, euh, et puis, au fur et à mesure que je réfléchissais à ma carrière, 40 ans, je n'ai jamais pensé qu'un jour je réfléchissais à 40 ans de carrière. Mais là, je suis rendu là. Alors, c'est le temps de le faire. L'invitation est là. Puis, à mesure que je mettais en ordre un peu mes souvenirs, les choses que j'ai écrites, les étapes de ma vie, au fond, comme anthropologue, je me suis rappelé, au fond, que j'aurais rien pu faire sans l'aide d'autrui. Et j'ai dit, si, disons, que je mourrais maintenant dans 5 minutes, hein, on ne sait jamais, hein. Malinowski était à Yale. J'ai vu la salle où il était debout. Il donnait une conférence, puis il est mort d'une attaque de cœur. De cœur, là. On dit c'est ici que Malinowski est mort. On ne sait jamais quand la mort va venir, hein. Mais quand la vie vient, c'est l'autre pendant de la vie aussi. Alors, quand la vie vient, qu'est-ce qu'on dit? Moi, je voudrais dire merci. Puis les deux noms qui me sont venus, parce que dans ma carrière d'anthropologie, c'est un peu comme j'ai pensé à deux personnes auxquelles je n'avais pas pensé depuis des années. La première personne, c'était Roberto Lezeralde. Quand je suis arrivé au Caracas, il fallait un visa pour aller dans le territoire des voyous. J'étais bloqué, il y avait une immigration, c'est une vague d'immigration du Portugal, il y avait eu un coup d'État, il y avait des centaines et des milliers de personnes du Portugal à qui j'étais en ligne pour demander un visa pour l'intérieur. J'étais bloqué complètement. Par hasard, dans un restaurant, j'ai rencontré cet anthropologue, Roberto Redizalde, un Français qui est immigré au Venezuela, qui était son terrain. Ah, je connais la secrétaire du ministère des Affaires intérieures, j'en étais allé là, il y avait des mitraillettes à la porte et tout ça. On rentre là, la secrétaire, oui, Roberto, como le va? Un momentito, elle me signe un papier. Le lendemain, mes papiers, tout était réglé. J'aurais peut-être passé encore 6 mois en ligne avec des réfugiés du Portugal. J'aurais fait une autre ethnographie, mais il a débloqué les choses, hein. Puis avant de rencontrer Roberto Lizardi, un jour, je me sentais déprimé, ça n'avançait pas les choses comme j'avais espéré que ça avance, hein. Je me promenais dans la rue, puis quand je suis déprimé, les épaules baissent, et puis... mais je ne sais pas que je suis déprimé, je suis comme dans un état d'âme corporel, au fond. Puis là, il y a une vieille femme qui m'arrête, hein. Puis elle-même est toute courbée, mais c'est courbé par l'âge, hein. Elle me regarde, pareces muy desanimado. Tu me parais comme en perte d'âme, hein. C'est vrai. Puis là, je raconte un peu comment je me sens dépaysé. Il n'y a rien qui débouche et pas les points de repère habituels. Puis elle me regarde et dit, il ne faut jamais se décourager dans la vie. Puis elle continue son chemin. C'est une pure étrangère qui me remarque. Et puis, alors, toute ma vie est pleine comme ça de rencontres. Je mets un homme, une femme, hein, mais c'est comme ça, c'est plein de rencontres. Et souvent, j'ai dit à mes étudiants, quand j'enseignais, si vous avez un projet, partez, parce que les solutions aux problèmes que vous allez avoir se trouvent là-bas, ne se trouvent pas ici. Si avant de partir, il faut trouver toutes les solutions, vous ne les trouverez pas, elles sont là-bas, les solutions. Et moi, je trouve que ma vie d'anthropologue, ça a été beaucoup de ça, c'est de prendre le risque de rencontre, hein. Et donc, j'ai beaucoup de gens à qui dire merci. J'en mentionne deux, une anonyme, un entre autres. Mais je vais essayer de dire merci en cours de route au fur et à mesure. Ben, j'ai énormément de personnes à qui je dis je ne suis même pas ici sans elle, là. Donc, il y a un genre de solidarité dans la vie qui est, je pense, qui est très profonde. Et comme l'autre chose qui m'est venue, là, j'ai comme 9 blocs, on va parler de différents aspects, mais avoir un peu des catégories ou des points de repère qui pourraient nous aider à chapeauter toutes les unités. C'est un livre d'Appadurai, je ne sais pas si tu connais, Appadurai a écrit un petit livre, The Fear of Small Numbers, la peur des petits nombres, ou en français, ça a été traduit la géographie de la colère. Et dans la préface, il y a un collègue qui lui dit, bon, au fond, tu devrais parler des projets d'espérance dans le monde. Puis il dit, un jour, je vais écrire de ça. Alors, mais il n'a pas écrit là-dessus. Mais dans sa préface, c'est intéressant parce que sur quoi on met l'accent dans la vie, la peur ou la confiance, hein? Et lui, il a écrit là-dessus. Mais une distinction qui fait qui est très importante
importante, je pense intéressante, c'est la distinction entre les identités d'origine, de résidence et d'aspiration. Il dit on peut avoir des conflits entre ça. Et quand le premier bloc vous demandait mes origines, alors justement, on va en parler un peu, ma résidence et puis mes aspirations. Alors quand on prend le métier d'anthropologue, je pense qu'on avait, dans ma génération, on était en résidence dans un milieu universitaire qui était loin de notre ville, parce que moi, je suis allé étudier aux États-Unis. Alors, c'était l'idée, si on fait un doctorat, c'est de le faire à l'étranger. Hein. On est en résidence à l'étranger. On va avoir une deuxième résidence parmi un peuple, à fond, le plus loin possible du monde occidental, et revenir chez nous, à l'université, pour prendre un doctorat, puis, dans mon cas, revenir ici au Canada pour faire une carrière universitaire. Donc, c'était un peu l'aspiration qui guide les lieux où on réside, en fonction d'une origine qui, au fond, je pense, guide tout le cheminement. Alors, mes origines, quand j'ai pensé à mes parents, je dis, mais au fond, mes parents font partie de cette grande vague d'immigration vers les villes. Comme mon père et le Saint-Gervais de Bellechasse, lorsqu'on était enfant, on prenait le train d'Ottawa, et puis on remontait l'été, on montait ici, puis on passait 2, 3 belles semaines avec nos cousins, nos cousines. On plante des choux, on avait toutes sortes de champs, on faisait des choses vraiment dans la grange, c'était vraiment intéressant. Mon père pouvait passer à travers le village et distinguer les familles les familles qui avaient dénoncé, les familles qui avaient caché un fils pour pas qu'il aille à la guerre. Donc, il y avait toute une sociographie, au fond, de Saint-Gervais, à travers les yeux de mon père, des familles en conflit qui ne se parlaient plus depuis longtemps, et ainsi de suite, mais en fonction de ce qui s'était passé dans l'histoire. J'écoutais tout ça. Alors, il y a des niveaux de grand plaisir. Il y a tout un passé historique à Saint-Gervais, dans lequel je ne reviendrai pas. Mais mon père était le seul de sa famille à quitter un beau milieu pour dire je vais aller en ville. Hein. Et ma mère aussi, elle avait 4 autres sœurs aussi. Il y avait 5 filles dans leur famille qui ont dit on va quitter le milieu au fond agricole et tout ça. Puis on va aller en ville. Les sœurs sont allées à Montréal. Ma mère est venue à Ottawa avec mon père. L'année de leur mariage, et mon grand-père, qui était maternel, il construisait des routes dans le Québec. Alors, il venait à Ottawa prendre des contrats du ministère des Routes et des Affaires publiques, je pense, je ne sais pas trop quoi. En tout cas, comme il était là à Ottawa, puis le voyage de noces, ils ont dit, on va s'installer, on va aller le visiter. Puis une fois visité, ils ont dit, c'était pendant la guerre. Mon père avait les pieds plats, donc il n'avait pas été recruté, mais il devait travailler dans les bateaux pour la construction de toutes sortes de choses. Et puis, on l'avait recruté quand même pour l'effort de guerre. Et puis, alors, ils ont dit, on va s'installer ici. Ils sont installés où? Mon père voulait vivre quand même au Québec, ma mère voulait vivre hors Québec. En partie, c'est ses racines acadiennes. Les Acadiennes n'aiment pas les Québécois. J'ai appris ça plus tard. Donc, elle voulait s'éloigner. Alors, l'affaire étrange, c'est qu'ils se sont éloignés, ils sont sortis du Québec, mais se sont mis sur la rive opposée de la rivière des Outaouais. Donc, on ne peut pas être plus proche du Québec en sortant. On est sur la rive. Le compte de banque de la famille était de fait à Hull. Alors, comme enfant, j'allais avec ma mère, on allait à la Banque de Montréal, c'était du côté de Hull. On revenait, on vivait hors Québec. Alors, vivre hors Québec, ça veut quand même dire, comme francophone, on est dans la basse ville, on est à 2 blocs de la cathédrale, la maison où j'ai grandi, l'hôpital des Sœurs Grises où je suis né, tout ça, c'est tout là encore, mais tout refait maintenant aujourd'hui. Les premières photos, c'est près du Château Laurier, le parc Major, avec ma sœur aînée. On allait être 9 enfants à la fin, mais moi, je suis au début de la famille. Et donc, c'est tout ce monde-là. Et on est dans un monde francophone catholique. Alors, être francophone, d'abord, c'est très important parce qu'on est une minorité. Mon père s'est fait dire sur les autobus, speak white. Il avait parlé français. Speak white. Ça, c'était à Ottawa, ça. C'était dans les années 40. Alors, alors, il y a des écoles francophones pour pas qu'on fréquente les anglophones. Il y a des primaires, élémentaires, secondaires, universités. Alors, il y a tout un milieu francophone. On va à l'église tous les dimanches. On a des habits du dimanche. On a les amis du dimanche. Alors, c'est tout un monde qui est organisé sur l'opposition aux autres, qui nous en veulent. Et qui aimeraient ça, au fond, qui nous assimiler. Alors, on a parlé du rapport Durham. On a eu la loi en 1917 en Ontario pour abolir l'instruction en français dans les écoles. Et donc, dans les récits de famille, on parlait comment les professeurs s'étaient
mise en guerre, au fond, contre le gouvernement. On parlait des femmes avec des aiguilles à tricoter, au fond, qui avaient confronté les policiers, qui voulaient arrêter. Donc, on avait comme un ensemble de récits qui disaient on se tient debout, on se tient ensemble, on va résister à ce monde-là. De telle manière que dans ma vie aussi, avec les récits acadiens, la déportation, tout ça, moi, comme enfant, on parlait vraiment des maudits anglais. Et moi, je m'étais convaincu que je ne parlerais jamais leur langue. Ça faisait partie de mon identité. Ça fait partie des origines. Quand on dit ma résidence à Ottawa, elle nous lie tout un passé. Hein. Puis l'aspiration, c'est on va se tenir debout, puis on va rester francophone, et puis de la merde avec les autres. Hein. Et puis quand on était dans le quartier, on sortait de la maison. C'était un quartier mixte, il y avait des anglophones et des francophones. La première chose qu'on regardait, c'est quels sont les autres petits garçons autour, parce que si je suis tout seul, les anglophones vont venir me battre. Puis s'il y a un anglophone qui est tout seul, puis on a un goût francophone, on va aller le battre aussi. Donc, on se bat à coups de poing dans le quartier. Jamais très, très, très loin, mais on va tabasser un de l'autre qui est tout seul. Mais ça crée aussi des solidarités, parce que la première chose qu'on fait, on regarde de porte en porte, pour savoir, on veut sortir en groupe, hein? On n'est jamais seul. Hein? Alors, ça fait tout un milieu de vie, au fond, hein, qui est là. Et puis, c'est seulement dans l'école secondaire qu'un coup, il faut que j'aille travailler, puis me gagner des sous. Je dis, on gagne des sous comment au Canada? En parlant en anglais. Donc, à l'école, on nous enseignait à lire, à écrire en anglais, mais on ne parlait jamais l'anglais. Donc, on était compétents, on pouvait lire, écrire, on savait, on comprenait, on avait des cours en anglais, mais spontanément, jamais on parlait anglais, parce qu'on se disait, c'est passé de l'autre côté. Puis là, pour gagner de l'argent, j'ai dit, oui, il faut parler les commerçants. C'est l'anglais. C'est comme ça que j'ai commencé à parler anglais. Puis j'ai passé la moitié de ma carrière, au fond, dans les universités anglophones ou enseigné dans les deux langues. Hein. Donc, je suis devenu bilingue comme ça. Alors, ça, c'est un peu une façon de voir un peu comme mes parents, donc, qui s'aventurent à l'extérieur de leur monde, mais tout en s'aventurant à l'extérieur, assez proche quand même. Et puis, mais comment c'est rentré, au fond, dans notre identité, au fond. Puis, mon aspiration aussi, avec ma compagne Christine, on a eu un fils, on vivait dans l'Ouest. Et à un moment donné, lui avait 11 ans, on est venu résider à Ottawa. On dit, on va revenir dans l'Est. Un concours de circonstances a fait que c'était possible. Des postes se sont ouverts. Elle partait sa carrière, démarrait sa carrière comme psychanalyste. Et puis notre fils avait 11 ans. On dit, si on reste dans l'Ouest, il va devenir anglophone. Si on déménage dans l'Est, il va être bilingue. Alors, c'est un projet de vie. C'est comme ça, ces aspirations-là, qui fait des déplacements à un moment donné. Alors, notre fils a toujours parlé en français avec lui. Nos amis anglophones venaient à la maison et puis on parlait en anglais avec eux autres. Ils étaient là, mais ils ne comprenaient pas quand on parlait français avec lui, mais c'était tout entendu que jamais entre nous, on parlerait anglais. On a grandi comme ça, comme famille, pendant 30 ans. Avec notre fils encore, on parle français entre nous. Ça fait comme un code de conduite, pour dire. Donc, c'est un peu comme ça que, je pense, les origines façonnent, au fond, nos choix de résidence, les aspirations, et ainsi de suite. La question d'identité, donc, m'est venue très tôt dans ce milieu-là. J'ai cité ici, j'ai fait 2 points de référence dans mes notes. Il y avait Zacharias Kunuk, je ne sais pas si vous connaissez, c'est lui qui a fait Atanarjuak, celui qui court vite, hein, le fameux film. Et il y avait une entrevue avec lui, puis alors, il est né dans un petit groupe inuit, là, il était 90 personnes, puis comme enfant, il a pensé que peut-être il constituait l'humanité sur la planète, dans l'univers. Il n'y avait pas plus grand que ça pour lui, à un moment donné, dans sa tête. Hein. Puis pour moi, quand j'ai lu ça dans l'entrevue, j'ai dit, ça, c'est donc merveilleux. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant? Alors, jusqu'à quel point on peut revenir dans notre propre vie et dire, qu'est-ce qui se passait dans notre tête d'enfant? Hein? Mais quel beau moment pour moi de lire ça, de dire, wow, quelqu'un qui dit, on est peut-être seulement 90 sur la planète, et ça fait sens. Hein? Et plus tard, il s'aperçoit que c'est pas vrai. Moi, la question qui m'est venue très tôt dans ce milieu-là où on vit en opposition, c'était de dire, mais qu'est-ce que je serais devenu si j'étais pas né ici, de ses parents ici? Je serais qui? Parce qu'il y avait les autres. Si j'étais né dans une famille anglophone où j'entendais parler de d'autres pays, tout ça, j'aurais pu
Est-ce que j'aurais pu naître ailleurs? Qu'est-ce que je serais devenu? Alors, au fond, toute la question de devenir quelqu'un dans un monde, c'est devenu ma question. Je suis en train de devenir celui que je suis, mais c'est justement une des possibilités d'être au monde, au fond, qui est là en théorie, au moins. Hein. Alors, c'est devenu un peu ma chose. Alors, puis c'est ça qui a fait, je pense, que j'ai choisi le métier d'anthropologue, parce que lorsque j'ai eu mon premier cours en anthropologie, c'était Jean Trudeau, qui était directeur du Centre canadien d'anthropologie à l'Université Saint-Paul. Moi, je prenais un degré en philosophie, bac et maîtrise. Puis là, j'ai vu tout à coup une profession où vraiment on va à l'étranger. Puis aussi, je voyais bien une expérience d'hospitalité, comment lui avait été accueilli par les cris. Et donc, on peut compter sur l'autre. J'avais comme l'impression que les anthropologues nous disaient on peut compter sur l'autre. Donc, ce n'est pas la peur des autres, mais c'est les autres vont faire en sorte qu'on va les comprendre. Et c'est le premier message que j'ai reçu de ce cours d'anthropologie-là. Dire, oui, les autres vont nous aider. Ils ne sont pas des ennemis. Ils vivent autrement, ils ont d'autres croyances, d'autres institutions, tout ça, mais ils vont nous accueillir. Donc, la question d'hospitalité était là aussi. Et donc, ça a été ça, je pense, mon choix du métier. Voici un métier qui va m'aider à creuser à vivre avec mes questions, au fond. Pas creuser ma question, mais vivre avec, de façon créatrice, tout ça. Donc, j'ai fait un bac en philosophie, des grandes questions existentielles, d'où venons-nous, où allons-nous, de Socrate, Platon, Aristote, saint Thomas d'Aquin. Donc, tous les classiques, hein, on faisait les pré-socratiques, socratiques, 2 années. Après ça, la maîtrise, c'était tous les contemporains. Sartre, Heidegger, Husserl, Merleau-Ponty. On avait 2 opposés. Ce qui existait avant le grand questionnement de l'après-guerre, au fond. Hein, puis, Kant aussi, le siècle des Lumières. Donc, on avait vraiment comme, dans les 4 ans de philosophie, tout le monde classique, et puis après ça, tout le monde à partir du siècle des Lumières, où on se dit, mais qui est vraiment l'être humain? Parce qu'on n'accepte plus les réponses d'antan. Ça ne nous colle plus à la peau, ça, les réponses d'antan. Et je vais revenir un peu là-dessus parce que parmi les données, j'ai trouvé la même chose parmi les anciens. Ils connaissent les réponses du passé, mais ça ne leur colle pas vraiment à la peau. Ils sont toujours à la recherche de d'autres choses. Je ne pense pas que c'est des gens qui répètent le passé. Ça m'a paru la grande qualité des anciens parmi les données. C'était notre vocation humaine, notre aspiration humaine ne peut pas consister à répéter le passé. Mais même si on a un passé, évidemment. Mais ça ne peut pas consister à ça. Ça me semble être un grand thème. Ma thèse de maîtrise, j'ai toujours aimé ce titre-là un peu. Après coup, quel titre? Hein? L'intersubjectivité du monde de la vie comme fondement des sciences sociales chez Alfred Schutz. Ça, c'est un étudiant de maîtrise qui écrit ça. Alors, mais il y a quand même des catégories de pensée là. L'intersubjectivité du monde de la vie, ça fait partie de la phénoménologie. Edmund Husserl, Heidegger, tout ça, l'être au monde. Alfred Schutz qui étudie Husserl, ainsi de suite. Alfred Schutz qui est un des immigrés avec Lévi-Strauss et Jacobson d'Europe qui sont venus pendant la guerre de New School of Social Research à New York. Donc, il fait partie de tout ce monde-là. Donc, j'ai toujours parlé dans ma carrière d'anthropologue de la notion d'intersubjectivité. Et à Calgary, mes collègues me disaient, oui, mais tu es le seul qui parle d'intersubjectivité. Ça ne va pas m'empêcher d'arrêter d'en parler. Ça me semble tellement, tellement fondamental. On est intersubjectif, on est déjà orienté vers l'autre est orienté vers nous avant même de savoir qui on est. Le jeu émerge au fond d'une réciprocité, d'une orientation, d'un dialogue, d'une conversation, d'écoute, de parole, de présupposer qu'on va s'entendre, même malgré les difficultés. Donc, c'est cette notion-là d'intersubjectivité qui est au fond. Et puis les sciences sociales, c'est quoi? C'est essayer de comprendre d'autres, quelle que soit la science sociale. Il y a évidemment 2 grands domaines, expliquer les variables et tout ça, Émile Durkheim, donc les explications, c'est très important aussi. Lui, son livre sur le suicide, c'est de dire pas tellement l'angoisse personnelle qui conduit telle personne à poser le geste de terminer sa vie, mais que sont les variations dans les taux de suicide selon les types d'organisations sociales. Alors, c'est un autre questionnement. Et juste peut-être pour finir, une pensée qui me vient à l'esprit, pour finir ce premier bloc ici,
J'entendais récemment une entrevue, c'était au sujet du grand nombre de suicides en Ontario, particulièrement la communauté d'Attawapiskat. Et donc, il y avait une entrevue avec un chef CRI de la baie James du côté du Québec. Alors, ils sont aux mêmes latitudes, géographiquement, c'est le même milieu, ils ont les mêmes ancêtres, ils ont les mêmes aspirations. Maintenant, il y a un grand taux de suicide et de désespoir ici, la pauvreté. Puis ici, il dit non, nous, on n'a pas ça. On a de l'espérance ici. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'entente de l'abbé James. Avec l'entente de l'abbé James, les cris se sont constitués dans un rassemblement de communautés. Il y a eu un niveau d'organisation sociale plus cohérent, plus complexe, dirait Durkheim. Et ils ont des ressources. S'ils vont passer du temps en forêt, même s'ils ne chassent pas de ça, quand ils reviennent, ils ont reçu de l'argent parce qu'ils étaient en forêt. Ils sont responsables de leur santé, des conseils d'éducation. Il dit ici, un jeune, il y a de l'espoir, il y a un avenir ici. À Tawiskat, il n'y en a pas. Alors, la faiblesse à Tawiskat, ce n'est pas tellement la faiblesse du groupe, c'est que le manque d'intégration dans une organisation sociale plus grande. En Ontario, il n'y a pas eu d'entente, au fond, entre un gouvernement provincial et un ensemble de communautés autochtones qui auraient constitué, au fond, une organisation sociale avec des ressources et des aspirations plus grandes. Et donc, c'est un déficit d'organisation sociale. Et j'amène ça ici parce que je pense que quand je mets Durkheim, évidemment, ce n'est pas tellement l'intersubjectif, mais comment l'intersubjectif est en partie, au fond aussi, il y a l'impact des structures sociales qui sont objectives, qui déterminent beaucoup de choses de ce qui se passe dans l'esprit et le cœur des hommes. Et donc, il ne faut pas juste penser au sujet humain, il faut penser aussi dans le cadre institutionnel dans lequel ils sont, puis que le manque d'institutions ou les projets d'institutions qu'on devrait avoir pour constituer des meilleures aspirations pour des identités d'avenir, au fond. Quelles sont les identités d'avenir? Pour moi, c'est un peu... voilà, donc, j'espère, je ne sais pas si l'empreinte, l'impact du milieu de naissance, j'en ai parlé un peu, les questions d'identité, le nous et le je, et une citation encore de Ta-Nehisi Coates, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai passé dans une librairie ici, puis Une colère noire, ça a été traduit, c'est un livre qui a été traduit, celui, c'est son... Between the World and Me. Alors lui, il écrit une lettre à son fils. Alors il dit, entre moi et le monde, il y a ma couleur noire qui est perçue par des Blancs. Donc je deviens une cible. Il y a une longue liste de personnes. Alors, même si les Noirs ont l'aspiration de bien vivre, ils vont être tués. Même si les Autochtones ont l'aspiration de bien vivre, les femmes qui disparaissent et tout ça, les hommes aussi qui sont victimes de violence, la violence, ils vont être plus probablement l'objet d'une violence, malgré eux. Hein? Et c'est pour ça que j'ai mis ici dans ma préparation cette référence-là, parce que je pense que on va y revenir dans les autres moments de réflexion sur mon terrain sur les données, toute la question des aspirations, mais qu'est-ce qui fait aussi que des fois que les gens n'arrivent pas à vivre leurs aspirations, pas les réaliser, hein? Qui ne sont pas tellement parce qu'ils sont démunis personnellement, mais parce qu'ils sont démunis au niveau sociologique, si vous voulez, aussi au niveau des institutions. Donc, il faut travailler, je pense, à beaucoup de niveaux. Et j'ai plus de questions, si vous voulez, que de réponses maintenant, mais c'est tout l'écho, au fond, de ces moments-là dans ma vie qui sont encore là, puis qui me disent, mais qui suis-je, que vais-je faire, quelles sont mes aspirations légitimes, avec d'autres. Hein, c'est pour ça, donc, ici, j'ai vu comme une aspiration de laisser pour d'autres. Hein, le titre, c'est pour les générations à venir, hein, offrir un témoignage pour les générations à venir. J'ai pensé aussi en partie pour notre fils, Alexis, qui il est polyglotte maintenant, il est à Berlin, il fait un postdoc en chimie. Il est marié à une Essine, qui est d'origine turque, kurde. Il vit à Berlin. Donc, on disait, mon épouse et moi, Christine, on disait, voici un petit-fils, parce que maintenant on est petit-fils, c'est une aspiration, mais elle ne dépend pas de nous autres. Là, tout à coup, on est devant une nouvelle identité. Donc, comment être grand-parent quand le petit-fils est là-bas? Hein? C'est pas donné. Donc, on est à la recherche de toutes sortes de manières de garder une relation, d'établir une relation.
Et donc, du côté de sa grand-mère maternelle, Christine est flamande. Donc, en Belgique, les Flamands étaient un groupe minoritaire qui s'est tenu dans un monde dominé par les Wallons, qui ont été aussi les champs de bataille et tout ça. Donc, les racines de cet enfant-là, du côté de la grand-mère maternelle, il y aurait de quoi passer une vie là-dedans. Après ça, du côté de son grand-père paternel, donc il est francophone, acadien, donc c'est tout un monde aussi. Du côté de sa mère, donc du maternel, sa grand-mère, son grand-père paternel, c'est des Kurdes, là aussi une aspiration nationale et tout ça, des immigrants, toute la famille a immigré. Donc, c'est tout ce monde-là. Aussi, un petit-fils, donc il est en train de s'éveiller à quoi cet enfant-là? Alors, qu'est-ce qui nous interpelle aussi? Euh, donc, ça fait partie de tout ça, d'où on vient, où on est, où on s'en va. C'est en mouvement.